Donc, on repart. Il va falloir créer une médaille de la défense du modèle français pour toi, Anne-Sophie. Je suis flattée. Hein, on n'a pas ça. L'Ordre national du mérite, voilà, mais ouais, l'Ordre national du mérite, un truc comme ça quand même. Eh ben, Donc, alors, les retraites, juste un mot, tiens, on va, alors, réforme de l'assurance chômage, allons-y, puisque, donc, bon, qu'est-ce que, donc, rapidement, enfin, je pense que vous avez tous suivi ça, durée d'indemnisation, donc, diminuée d'un quart à compter du 1er février. Alors, peut-être ça, vous ne l'avez pas vu, parce qu'il fallait rentrer dans le détail, donc, le seuil de bascule. Donc, l'idée, c'est que les durées d'indemnisation vont évoluer en fonction de la conjoncture, ce qui paraît pas bête. Le seuil de bascule est à 9% de taux de chômage. Donc, pour revenir au système actuel, il faut que le taux de chômage dépasse les 9%, ou alors qu'il y ait eu une croissance de 0,8% sur un trimestre. Et sinon, donc, on bascule dans le nouveau système qui va être mis en place maintenant, enfin progressivement, donc à compter du 1er février, avec une durée d'indemnisation diminuée d'un quart et des conditions aussi un peu plus durcies pour rentrer dans la mécanique de l'assurance chômage. Anne-Sophie ? Alors, voilà, deux réactions. Moi, je mets toujours de côté le côté court terme et le côté long terme plein emploi. Ouais. Court terme, il y avait l'idée que, voilà, avec le Covid, beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés à recruter, donc en effet, créer des incitations. Après, ce qui est compliqué, c'est que ce qu'on voit, c'est que la majorité des chômeurs qui veulent vraiment chercher un emploi, souvent, quand ils sont excessivement actifs, ils peuvent avoir des difficultés pour en trouver, mais c'est souvent à cause de la qualification, à cause de l'âge. Donc, il n'y a pas un problème, on va dire, de mauvaise volonté de chercher. C'est vrai que là, à mon sens, ça s'adresse plutôt aux personnes qui sont en emploi, qui sont qualifiés, donc qui ont le choix de pouvoir changer, qui souvent changent pour améliorer leurs conditions et leur salaire. Donc là, en effet, peut-être dans certains secteurs, hébergement, restauration, il y a eu beaucoup de changements. La comptabilité, la finance, la santé, c'est peut-être un peu pour fidéliser, pour favoriser l'embauche parce qu'il y a de la demande. Donc à court terme, ça peut avoir des effets. Après, à mon sens, ça aura vraiment très peu d'impact sur l'accès au plein emploi. Le plein emploi, on a 2,5 points qui nous manquent pour aller chercher les personnes en activité. C'est vraiment les jeunes décrochage sans qualification, les moins de 25 ans, et plus de 55 ans, c'est vraiment des personnes qui sont en pré-retraite ou qui cherchent activement un emploi, mais qui n'ont aucune chance d'en trouver parce que ils ont 55 ans. Ouais. Ces gens-là, ça les met dans un grand stress parce que ça fait quand même beaucoup moins d'indemnités. Donc après, ça peut être des bascules au CSA ou dans des situations économiques compliquées jusqu'à la retraite. Si en plus, on a un débat de reculer l'âge de départ à la retraite, donc ça, c'est vraiment compliqué. Et à mon sens, ça n'aidera pas à aller au plein emploi. En tout cas, ça ne favorisera pas forcément l'emploi des seniors. Je retiens ce que tu dis, c'est intéressant. C'est, pour toi, c'est moins s'attaquer au stock de chômage, pardon d'en parler comme ça, que de désinciter en fait ceux qui pourraient être tentés de se prendre la petite période de chômage et qui n'ont pas de problème d'employabilité. Ouais, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, je suis assez étonnée parce que c'est vrai que le gouvernement parle d'aller au plein emploi, donc on parle quand même de millions de gens à qui on doit trouver un emploi, et après dit on pourra créer entre 100 et 150 000 emplois. Oui. Donc j'ai dit le compte n'y est pas. Oui. J'avoue que ce chiffre, je voulais même pas le donner parce qu'il me paraît saugrenu, quoi. Voilà. Entre 100 et 150 000 emplois supplémentaires espérés en 2023. Voilà, donc à mon sens, on est vraiment dans cette problématique de gérer le flux et de gérer des pénuries dans des secteurs spécifiques suite à la crise Covid. Philippe ? Moi, je suis assez sceptique sur le fait de se donner qu'un signal prix sur la question du chômage. On a vu aux États-Unis, pendant la pandémie, il y a des États républicains qui ont supprimé des allocations chômage locales en disant on va créer de l'emploi. Ça n'a rien fait. C'est-à-dire qu'il y avait deux couches sur l'allocation chômage, une couche fédérale, une couche locale, et des États républicains ont supprimé la couche locale en disant les gens vont... Comme ça, les gars vont aller au boulot. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est le premier point. Parce qu'aux États-Unis, alors attends, tu es sur un taux de chômage de 3%, et donc tu peux te dire que le taux de participation reste assez faible. C'est un socle que tu ne peux pas ramener à l'emploi de toute façon, c'est ça ? Au moment où on était en pandémie, le taux de chômage était beaucoup plus élevé. D'accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on regarde le taux de chômage par grande région ou par département en France, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de convergence. C'est-à-dire que le vrai souci, c'est que vous êtes chez vous. Est-ce que vous allez, si vous êtes à Valenciennes, est-ce que vous allez à Marseille pour trouver un job ? Non. On fait... les Ch'tis avaient... Le film Les Ch'tis avait mis ça en avant en disant je suis à Marseille. Corrélé à l'immobilier, Philippe. Oui, mais il n'y a pas que ça. Oui. Et il y avait un interview ce matin dans la presse de la Manche
J'ai vu ça et je trouvais ça intéressant. Là, il y a des institutions que j'ai découvertes à ce moment-là par département où on discute des conditions de travail, un truc un peu officiel. Et ils ont fait un sondage dans la Manche. Alors, c'est très localisé. Vas-y. Mais la question du salaire n'était à aucun moment dans le sondage qu'ils faisaient l'élément clé pour reprendre un emploi. C'était des questions de proximité, des questions d'un certain confort, si je puis dire, de facilité d'accès. C'était pas la question du salaire. Là, tu me surprends beaucoup. Non, mais je cite ça. L'autre point, quand même, qu'on a tous vu dans ces questions sur les difficultés de recrutement, parce que c'est un peu lié à ça, c'est que si moi je suis à Paris, j'ai un job, ma femme a un job, si je trouve une opportunité, si je tombe au chômage, je trouve une opportunité à Brest, quelle est l'opportunité pour ma femme de trouver un job à Brest ? Oui, mais ça, c'est vrai. Mais ça, c'est quelque chose qui est mis en avant dans toutes les études qui sont faites. Mais ça, c'est vrai dans tous les pays du monde, Philippe. Pas forcément. Et pourtant, on a une Pas mobilité forcément. du travail beaucoup moins forte. Et moi, la conviction, c'est lié à notre culte de la propriété immobilière. Si t'es, comme tu le dis, à Valenciennes ou à Forbach, que l'usine ferme, que tu es propriétaire de ta maison, tu es doublement prisonnier, c'est-à-dire que tout à coup, parce que l'usine a fermé, le prix de ta maison va s'effondrer, tu peux plus la vendre, et tu es dans une espèce de prison qui te condamne au chômage, parce que justement, tu peux pas aller à Marseille ou à Brest pour chercher du boulot, parce que tu veux pas vendre ta maison au rabais, ce qui se comprend parfaitement. Mais les taux de propriété sont élevés un peu partout. Enfin, on est à 50-60% de taux de propriété. Oui, pareil qu'aux États-Unis, pareil que. Donc il n'y a pas. Mais il y a les problématiques locales font qu'on a du mal à bouger. Donc, ça c'est clair, on a beaucoup de mal à bouger. Je ne suis pas sûr qu'en réduisant la durée des allocations chômage, on résorbe cette... Non, mais c'est pour ça que l'explication d'Anne-Sophie est intéressante. Tu désincites ceux qui seraient tentés, c'est cette fameuse permittance mais c'est pas les personnes dont on a qui ont des beaucoup problèmes parlé. d'emploi. Mais c'est pas des problèmes des personnes qui ont. Tu n'attaques pas au problème de. Et la question qui est posée, c'est ceux de la capacité à disposer des allocations chômage. Ceux qui partent en en accord implicite avec les Rupture conventionnelle. conventionnelle. Pardon, merci. Oh là, je connais bien. Peuvent y avoir accès. Bien sûr. Oui, mais ça veut dire, que Bismarck existe grâce à une rupture conventionnelle. Oui. Je l'ai beaucoup raconté. Oui, mais ça veut dire, que Voilà quelque chose de bien, tu vois. Ah mais ça, je l'ai défendu. C'est peut-être aussi sur ces points-là que ce que disait Anne-Sophie, c'est-à-dire que je fais une rupture conventionnelle, je change, je prends mon temps, etc. Est-ce que c'est une source d'efficacité? Pas sûr. Après, l'idée aussi quand même de cette rupture, c'est de justement pas aller au prud'homme, pas d'encombrer les tribunaux. Non, et puis une, parce que une double rupture conventionnelle pour créer Bismart, t'as 35 emplois derrière. Je crois que c'est de la dépense publique bien utilisée. Efficace. Ben oui, efficace. Là, en l'occurrence, je ne suis pas sûr que tous les gens qui partent en rupture conventionnelle aient le même projet que toi en tête. Le problème, là, quand même, s'il faut revenir, c'est quand même le problème du volume. Là, en effet, les personnes qui sont très employables, qui peuvent se changer d'emploi tout le temps pour augmenter leur salaire, qui sont dans les grandes villes, etc., c'est pas le problème de fond des chômeurs de longue durée de qualification. Donc, en termes de volume, alors on peut dénoncer, là, ça va augmenter, mais c'est pas ça le sujet. Si on vraiment veut s'attaquer au chômage, c'est vraiment employabilité et âge. Exactement. Surtout dans un contexte où on augmentait l'âge de départ à la retraite. Et tu vois, Anne-Sophie, ça va nous ramener au cœur de notre discussion de tout à l'heure. Donc, c'est un sujet de formation. Exactement. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce merveilleux compte personnel de formation de Mme Pénicaud ? Complètement. On a ouvert grand les vannes et on se retrouve à devoir recapitaliser France Compétences à hauteur de 11 milliards d'euros.
Un truc qui déjà est financé en grande partie par les entreprises à hauteur de 40 milliards d'euros. Et donc, une fois encore, tu vois, on ouvre grand les vannes, c'est la dépense publique, c'est formidable. Il n'y a pas une bonne allocation de ces dépenses aux personnes qui ont besoin vraiment de la formation. Et même pour les personnes qui sont en décrochage, le problème, c'est que ce n'est pas souvent un problème d'emploi. On dit, ah bah oui, on va créer ça, supprimer le RSA, etc. Demain, la personne va trouver... Mais non, si vous avez des problèmes de logement, vous avez des problèmes d'insertion sociale, vous avez des problèmes sociaux qui sont beaucoup plus généraux. Donc, vous avez besoin d'un vrai suivi qui ne soit pas uniquement l'emploi. Souvent, l'emploi, c'est la résultante de toute l'amélioration de la situation. Et ça demande en effet des moyens. Et c'est là où vous arriverez au plein emploi. C'est pas, en effet, en ayant ce type de mesures qui peut fluidifier à court terme et qui ne règle pas, à mon sens, le problème de fond. Sur les retraites, c'est juste. Alors, je vais là, comme ça, parce que je le traîne depuis l'interview d'Olivier Dussopt, ça doit être il y a à peu près 10 jours. Donc, elle commence. Les dates de péremption là commencent à être dépassées. Ouais, mais alors en fait c'est un tweet du jeune économiste Maxime Sbailly qui m'avait intéressé. Donc effectivement cette interview d'Olivier Dussopt, je l'avais lu, c'était de la langue de bois infernale, sauf pour dire qu'on ne toucherait pas à l'argent des retraités. Voilà. Et Maxime avait écrit on est entré en gérontocratie, quoi. On ne touche pas, certainement pas à l'argent des retraités, alors que le pouvoir d'achat des retraités est supérieur aujourd'hui au pouvoir d'achat de ceux qui travaillent en moyenne. Et pour dire aussi, non, juste je finis, on ne toucherait pas aux régimes spéciaux des petits rats de l'opéra et de la comédie française, métiers très particuliers qui usent les corps. Ça, c'est le cas quand même. La comédie française. J'ai trouvé qu'il y avait un tout petit peu d'indécence par rapport au mec qui passe sa journée derrière un marteau-piqueur, si tu veux. Voilà. Franchement, les petits rats de l'opéra, d'accord, pourquoi pas. Mais la comédie française, il faut être sérieux. Mais sur le côté gérontocratie... Voilà, oui, sur le côté gérontocratie, on ne touche pas aux retraités, parce que c'est eux qui votent. Quand j'ai vu ton papier, quand tu nous as envoyé ça, j'ai pensé à une seule personne, Balladur. Pourquoi Balladur. Ne rajeunit pas, ça 95 Balladur. 95, Balladur, le Premier ministre. Sophie était pas née. Hein. L'orientation, tout de même. L'orientation, c'était plutôt sur les personnes âgées. Bah oui. C'était j'avais oublié ça. Son idée, quoi. Sa capacité à se faire élire reposait sur les vieux. Sur les vieux quand il était Premier ministre. Mais tout le temps, partout, la capacité. Macron, la pyramide des âges des électeurs de Macron est effrayante. Oui, mais je trouve que c'est lui qui, le premier, a vraiment mis ça en avant. Et c'est une idée qui a 30 ans. Ouais. Nous, on fait des prévisions à 2050 sur la population. Donc, on voit en effet pour la France que c'est quand même très, très compliqué. La proportion des plus de 65 ans en couple ou seul, donc les ménages seuls ou à 2 personnes, va exploser d'ici 10 ans. On voit aussi que les ménages avec 3 ou 4 enfants vont complètement s'effondrer. Donc la norme sera de plus en plus un couple avec enfants qui vont baisser et vraiment des ménages qui seront seuls, avec des proportions à plus de 2050 qui vont être à plus de 20%. Donc c'est vraiment colossal. Et avec aussi, on le voit, une grande polarisation par région. C'est-à-dire vraiment ces populations qui vont aller dans le sud-ouest, l'est, et par contre, on va dire le nord et on va dire les littoraux qui vont rester plus actifs. Et le centre aussi qui va rester, qui va beaucoup vieillir. Donc ça pose vraiment les problèmes des infrastructures. On parlait de la dépense publique, quelle allocation, parce que là en termes d'hôpitaux, des infrastructures, déserts médicaux, ça va être colossal. Les problèmes de logement, puisque comme les familles avec enfants vont être en minorité beaucoup moins importantes, ce sera aussi compliqué d'avoir l'histoire de logement. Donc là c'est vrai que... Ok, mais ça répond pas à ma question, Anne-Sophie. Est-ce qu'il faut aller taper dans la pension des retraités pour aller chercher un petit peu d'équilibre à ce système alors même s'il y a aussi beaucoup de disparités, mais économiquement, c'est vrai que ce soit en termes de patrimoine foncier et en termes en effet de pouvoir d'achat, ça va poser une vraie question sur l'arbitrage par rapport aux actifs. D'où le problème sur le financement de la retraite et autres. Il y a une question très simple là-dessus. Comme le dit Anne-Sophie, on a une population qui vieillit, mais les retraites, elles sont payées sur ce qui est produit par les actifs. Ouais. Et donc, si à un moment donné, on n'incite pas les actifs à travailler davantage et à récompenser ce travail, les retraités n'auront
plus de moyens non plus. Enfin, après, les taux d'activité des 25-55 ans sont... Oui, sont mais la élevés, priorité, donc, mais si tu veux... c'est un problème de nombre, c'est pas un problème... Et c'est pour ça que je dis... Si tu veux... C'est une question d'incitation aussi. Ouais, pas mais forcément le truc dingue, Philippe, d'incitation, c'est que le parce que là, ministre on y est. exclut, tu vois. Exclut. C'est-à-dire, il te dit, tout est sur la table, hein, c'est la grande concertation. Sauf ça. Sauf ça. Le seul truc totalement exclu, tu vois, c'est trop c'est compliqué, de donc on toucher. l'exclut. C'est trop compliqué. C'est que derrière tu perds les élections. C'est la question qui était posée par Édouard Philippe quand il avait désindexé les retraites Tout à fait. au début. Ça s'est très mal passé. Donc Enfin, il avait rajouté de la CSG. Oui, oui. Ouais. Non, mais hop, on a mis ça. Non, puis l'indexation avait été altérée aussi. Donc hop, on met ça sous le tapis parce que on veut surtout Et pas on voit prendre pendant ce le Covid risque-là. les études, entre la perte de pouvoir d'achat chez les retraités et chez les moins de 25 ans, les étudiants, voilà, c'est vraiment colossal. On a vraiment toute une génération qui s'est paupérisée dans des proportions assez importantes et bien sûr qui ont moins d'aura médiatique parce qu'ils votent moins. Mais par rapport à cette question, hein, comme vous l'avez dit, c'est sûr, le financement des retraités, c'est les actifs. Et à mon sens, c'est pas vraiment un problème d'incitation parce qu'on voit que les taux d'activité quand même des 25-55 ans sont quand même assez élevés, même si bien sûr il y a encore beaucoup à faire sur le chômage, mais à mon sens, c'est pas vraiment ça en termes de volume toujours, hein, pour avoir l'argent pour financer. Et ça va quand même poser la question de l'immigration, qu'on le veuille ou non. Hein. On voit que l'Allemagne, ça a été quand même leur recette. Donc à un moment, il faudra peut-être accueillir des gens pour pouvoir les taxer rapidement. Et ça, c'est une autre question. J'adore ça. Mais oui, tu m'avais déjà dit ça, Oui, Sophie. moi, C'est je une fais mes études dans merveilleuse ça. phrase. Et... C'est comme ça qu'il faut présenter. Les mecs de droite, c'est comme ça qu'il faut leur présenter l'immigration. C'est une base taxable. C'est ce qu'avait dit Anne-Sophie. Là, les gars, ils vont faire quelque chose. Et c'est pas moi qui le dis. Il y a beaucoup de pays qui ont une cette base vision. taxable. Ouais, mais Et tout c'est notre plus sujet, efficace tout notre du sujet, taux c'est de natalité. que notre immigration est malheureusement sous-qualifiée et qu'elle est peu taxable. Mais bon, Voilà. on en Ça, a c'est un beaucoup autre parlé. sujet. Et qu'elle n'est pas aussi importante que cela. Oui, mais on en a beaucoup Exactement. parlé autour de cette table. Donc, attends, Philippe, non, parce que je veux, le temps tourne très vite. Parce que dans le sujet aussi gérontocratie et rupture générationnelle, il y a l'immobilier. Les courbes, alors on va voir tes merveilleuses infographies. Donc on la voyait en chiffres, hein, on a eu tous le chiffre sur l'effondrement des ventes de logements. Logements neufs. Et des logements neufs, et peut-être même des mises en chantier. Quand on le voit sur la courbe, c'est encore plus spectaculaire. Là, il se passe quelque chose, là. C'est conjoncturel, purement conjoncturel, parce qu'on sait bien aussi qu'il y a des problèmes sur les chantiers d'approvisionnement, toujours aujourd'hui, de main-d'œuvre, de ressources, etc. Et donc les chantiers traînent. Mais c'est peut-être un peu plus grave que ça, quoi. Il y a plusieurs choses. Je pense qu'à court terme, il y a une question de financement. Voilà, c'est ça, avec la remontée des taux d'intérêt. Le financement a augmenté de façon significative. Mais ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, les banques ont plutôt amorti le choc. Et donc, on devrait avoir dans les mois qui viennent, si les fonctionnements passés continuent, des taux d'intérêt sur l'immobilier qui seront plus élevés que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc là, il y aura forcément un choc immobilier assez marqué. On n'est pas dans le cas américain où les taux d'intérêt remontent en même temps que le taux du T-bonds, mais on voit bien qu'il y a un décalage qui s'opère. Ah oui, mais alors attends, ce que tu me dis là, c'est que l'effondrement qu'on a vu sur ta courbe, qu'on peut peut-être remettre, on n'a encore rien vu. Parce que quand les banques ne pourront plus lisser la courbe de hausse des taux d'intérêt, ça va être encore plus cher finalement. L'accès à l'immobilier va être encore plus compliqué. Absolument. Ouais. Il y a ce risque-là qu'il ne faut pas exclure. Juste un point quand même. L'immobilier en France, on en parle souvent, il y a rarement de crise. La dernière crise, c'était au début des années 90, quand il y avait eu des phénomènes spéculatifs très forts sur Paris. En 2008, quand la grande récession explose, le niveau des stocks de logements en France est bien supérieur à tout ce qu'on voit partout ailleurs, aux États-Unis, en Espagne ou en Angleterre. Pas de crise de l'immobilier en France. L'État est intervenu très, très massivement pour lisser les choses. Donc, c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Non, mais c'est... Non, mais non. Il n'y a pas de crise parce qu'il y a une énorme crise. En fait, il n'y a pas de crise sur la valeur parce qu'il y a une crise terrible sur l'offre. Le problème, c'est... On a toujours ce problème-là. Mais bien sûr. Et on en revient à ce qu'on disait de gérontocratie, c'est-à-dire les propriétaires, en fait, sont ravis d'avoir un capital stable. Même alors si on regarde sur 20 ans, une augmentation de dingue, là peut-être que ça va se stabiliser.
au détriment, en fait, de ceux qui débarquent et qui ont de Absolument. moins en moins accès au Absolument. logement. Ah non, mais on est d'accord là-dessus. effrayant. On est d'accord là-dessus. Voilà. Il y a deux choses qui jouent. Il y a ce phénomène et puis le fait que on a tous tendance à s'agglutiner autour des métropoles. Il y a plein d'endroits où les prix de l'immobilier vaut pas grand-chose. Mais on a le sentiment que les jobs vont être créés à Paris, Bordeaux, Moi, quand Lyon. même, avec le télétravail, on voit que même les villes moyennes ont Oui. beaucoup Tiens, augmenté. Donc, il y a un rééquilibrage. faudra aller voir ça d'ailleurs, parce qu'effectivement, il y avait eu une explosion, je me souviens de Orpi qui parlait, c'était les villes cathédrales. Donc en fait, Reims, Évreux, On a etc. fait une étude là-dessus, voilà, toutes justement, les sur villes moyennes, Chartres, moyennes Orléans, etc. qui ont vraiment C'était augmenté. pas mal. Donc il y a un Il faut rééquilibrage. voir ce qu'il en est aujourd'hui. Après, il faut voir l'accès aussi. Il y a toujours des effets TGV. On l'a vu sur Reims, Très juste. on le voit sur la Bretagne. Donc il faut être prudent dans le découplage, si je puis dire. Après, ça peut être, tu vas me dire, tu restes très positif et optimiste, on essaie, mais ça peut être aussi un signal. Même si on dit qu'il y a une augmentation des taux d'intérêt, on reste quand même dans des taux qui sont fixes, on reste quand même dans des taux empruntés à 1% pendant 20 ans. Je rappelle, en fait, c'est une anomalie économique. Oui. On s'y est tous habitués, mais c'est juste pas normal. Oui, Donc, même si ça augmente un peu, on ne peut pas parler de taux de crise à 7-8% comme on a dans d'autres pays C'est ou à vrai. des taux variables. Donc déjà, il faut peut-être reprendre un petit peu de recul. Puis l'autre élément, à un moment, on a 15% de taux d'épargne, qu'on a en effet cet investissement dans l'immobilier qui est vraiment le placement phare des Français à cause du vieillissement de la population. Eh bien, si on a un signal prix, en tout cas qu'on a moins de rendement, peut-être que ça peut créer des incitations pour enfin acheter et investir dans du productif, c'est-à-dire par exemple les entreprises. Et ça pourrait être une opportunité, parce qu'on voit que tous les outils Mais Anne-Sophie, il faut que les gens se logent. Il faut construire, il faut investir dans l'immobilier. Dans toute l'Europe, aux États-Unis, les gens ne se logent pas. Ils ont Non, pas non, de... non, il n'y a pas en Europe, en Allemagne, commence etc., un petit ils peu se en logent Allemagne, pas. mais il n'y a Donc pas non. un déficit de 500 000 logements par an. Non, en France, on a une aversion au risque et donc du coup, on investit massivement dans l'immobilier. Là, pour le coup, il y a plein d'études, toutes les évaluations le montrent. Et donc, même si tu as de ton capital 5 à 10%, vu la masse d'épargne et d'investissement dans l'immobilier que l'on a, qui va vers le productif et l'entreprise, déjà, ce sera une énorme avancée. Donc, ça peut être aussi un effet prix de dire, bah voilà, diversifier. Ouais. Et au lieu de passer 20-30 ans dans cet investissement-là, qui est indispensable, qui est très important, notamment à la retraite, parce que quand tu es propriétaire, c'est là où tu es beaucoup moins dans la pauvreté que si tu ne l'es pas, eh bien peut-être qu'on peut aussi diversifier et investir dans d'autres choses. Philippe Tu as te plein dira, d'autres ça fait pays. 30 ans que je fais de l'économie, ça fait 30 ans, moi je me souviens, c'était Jacques Chirac qui commençait à parler, Exactement. qui avait créé les Exactement. premiers produits soi-disant... Exactement, qui marchent jamais. Qui marche jamais parce que par définition investir dans le capital productif c'est prendre du risque. Or Exactement. les gens qui investissent sont averses au risque et donc Exactement. assurance vie. C'est pas qu'une question de risque. C'est qu'une question de risque. Si tu dis que le rendement est supérieur, on peut aussi changer. Mais le problème, c'est une Bah, ça se question passe pas, hein. d'asymétrie de l'information et Ça de se passe pas mauvaise parce que connaissance. les gens veulent du capital garanti. Et tu ne peux Mais pas. c'est pas garanti, hein. Forcément, tu laisses tout sur ton livret d'épargne avec autant d'inflation ou tu investis dans des zones qui après Ah oui, mais baissent, parce que pas t'as de forcément l'inflation maintenant. aujourd'hui. Mais tu as de l'inflation maintenant. Mais globalement, avec cet aspirateur de l'assurance vie en fonds en euros, capital garanti, etc., tout ce que tu as pu créer depuis 30 ans pour essayer d'inciter un peu vers le capital Non, mais productif. On parle juste de diversifier un peu, on va pas de changer complètement le l'aspect profil. immobilier, comme tout le monde veut habiter au même endroit, celui qui a investi dans Paris, quoi qu'il arrive, il n'a pas fait un mauvais choix. Ouais. Et si dans d'autres villes, dans la fameuse diagonale du vide ou je ne sais quoi, là, il y a eu de vrais mauvais choix qui ont été faits sur l'immobilier. Mais si vous investissez à Paris, à Lyon ou dans d'autres villes, quel risque vous prenez? Oui, mais ça pose la Aucun. question d'une population en effet vieillissante et donc des gains de productivité qui vont être de plus en plus La population, elle faibles. vieillit partout. Ce qui me permet de dire, ce qui me permet de dire pour finir, mais je suis sûr que Anne-Sophie verra un bon signe. Que les Champs-Élysées sont rétrogradés. Alors dis donc, Milan. Donc je ne sais pas si vous avez vu le dernier classement, il est sorti hier. Donc c'est Cushman et Wakefield qui fait ça annuellement, c'est devenu un must sur les avenues les plus chères du monde. Donc la 5e avenue retrouve sa première place. En 2, il y a la grande avenue de Hong Kong dont je n'essayerai pas de prononcer le nom. Et en 3 maintenant, tu as la Via Monte Napoleone. Je ne sais pas si tu as déjà arpenté, Philippe, la Via Monte Napoleone. J'ai jamais eu cette chance. Ça me donne envie d'y aller, d'ailleurs. À Milan, qui est la 3e avenue la plus chère du monde, devant New Bond Street à Londres et devant les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'est quand même pas... C'est intéressant, hein?
très attractif, si. J'aimerais vivre sur les Champs-Élysées. Non, c'est les plus chers, c'est pas moi, c'est Louis Vuitton qui achète une boutique et tout ça. Oui. Non. Mais la question, Non. c'est quand tu es parisien, est-ce que tu vas sur les Mais Champs-Élysées? voilà, c'est personne. Jamais. Voilà, c'est ça. Tu vas sur la 5e Voilà, avenue. c'est ça. Voilà, Bon, c'est, point. C'est pour ça que, Bon, on est assez d'accord. mais enfin quand même, via Monte Napoleone. à On Milan. ira. Voilà. Hein, on ira faire un On tour. ira. J'ai dû y aller parce que je vois pas. Ça t'a pas sauté aux yeux, tu t'es pas Ça- dit waouh. Non, mais comme je suis allé souvent à Milan, mais je sens. C'est à côté de la Scala ou pas? J'en sais rien, C'est ça j'ai qu'on jamais. Je sais pas. Nos auditeurs téléspectateurs, eux, ont été à Milan, eux, ils savent. On vous racontera ça. Dès qu'on aura le temps d'y aller, on vous racontera ça. Merci à tous. Demain, donc, Aurélie Planex. Et nous, on se retrouve évidemment lundi pour de nouveaux débats. Salut.